Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fiscalia, notre podcast qui traite de fiscalité, comptabilité et qui va adoucir votre arrivée fiscale en Israël. Je vous souhaite une excellente écoute, à très bientôt. Bonjour, bienvenue sur le podcast de Fiscalia du cabinet Dre & Dre où on invite à nouveau Georges David Benayoun, conseiller fiscaliste en France, qui va nous expliquer en fait ce qui se passe, enfin si le sujet vous convient à tous les deux, à Nathaniel et à Georges David Benayoun, comment se passe la déclaration des actifs israéliens à la France? Quels sont les risques? Quelles sont les différentes options? Et comment se passent les échanges d'informations? Qu'est-ce qui se passe quand la France apprend l'existence d'un compte bancaire à l'étranger? Dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, on va peut-être parler. Bonjour, on va regarder côté français, puisque par définition, on parle de personnes qui ne sont pas obligatoirement et souvent pas résidents fiscaux israéliens, mais qui sont résidents fiscaux français qui vont avoir des biens en Israël. Donc, on a quoi? Depuis 2020, on a l'échange automatique de données bancaires où il est très 2016. compliqué de 2017, ouais. passer au travail. 2000, pardon? 2017. Oui, 2017. la mise en application pratique, c'est vraiment 2020, le premier échange. Mhm. Donc, on voit les incidences. Les incidences, c'est j'ai un compte bancaire qui n'a pas été déclaré. D'abord, il faut dire une chose. Si vous ouvrez un compte bancaire en Israël aujourd'hui, déclarez-le. Parce qu'il n'y a rien de plus simple d'avoir comme amende 1 500 €. Et il se trouve qu'en plus, quand vous ouvrez un compte en Israël, vous n'en avez pas un, mais vous en avez souvent trois. Un compte dollar, euro et shekel. Et que nous, on voit des clients qui viennent avec des amendes de 6 000, 12 000 € parce que sur 2 ans, ils n'ont pas déclaré. Donc, ça n'existe pas. Là, on est sur une situation où on va partir du principe qu'un compte n'a jamais été déclaré et qu'il a une certaine antériorité. Alors, en Israël, les banques ont des obligations, Nathanaël, d'aller chercher et de repérer et de bloquer. On est d'accord sur. Tout à fait. Les banques, si elles, bonjour tout le monde d'abord. En effet, en Israël, lorsque une banque remarque certains signaux d'activité ou de non-activité sur un compte bancaire, ça peut On parle de quoi? effectivement Excusez-moi, allumer. Nathaniel, on parle de quoi? On parle de virement France-Israël ou Israël-France? Bon, C'est alors, ça? Ou d'utilisation de la carte? j'ai malheureusement pas toute la liste parce que c'est une ok. liste qui est pas publique. Mais quoi qu'il en soit, déjà il faut savoir une chose, c'est que les banques, elles distinguent si le compte il est ouvert par un étranger. Et là, il y a que certaines agences qui peuvent vous ouvrir le compte. Vous pouvez pas aller à l'agence de quartier. C'est des agences qui vont traiter ce qu'on appelle les Toshafruts, donc les résidents, les citoyens étrangers, et les banques qui vont être ouvertes, ou la banque qui va voir devant elle une personne qui a la nationalité israélienne, donc avec le numéro de Teudat Zehut. Très souvent, par le passé, on va dire dans les années 2012 à 2015, c'était avant l'échange d'informations automatique, et il y avait beaucoup de Français, entre autres, qui avaient des comptes bancaires, de l'argent sur des comptes bancaires en Israël, des comptes qui avaient été ouverts avec leur passeport français. À l'époque, c'était permis. Parfois même, on me raconte que c'était les banques elles-mêmes qui venaient chercher, qui s'assuraient de faire le transfert. Peu importe, c'était une autre époque. À l'époque, peut-être, c'était possible. Ces gens-là, entre 2012 et 2015, on pensait souvent sur le conseil de leur avocat israélien qu'il suffisait de devenir citoyen israélien, d'obtenir ce qu'on appelle la Teudat Zehut, donc le numéro d'identité, et ensuite d'aller voir la banque en disant bah, ça y est, moi je ne suis plus étranger, je suis israélien, mon compte, tu vas le noter comme étant citoyen israélien, et donc je ne suis pas sur la liste des échanges d'informations automatiques. Alors, avec un peu de recul, il s'avère que ça n'a pas suffi, puisque les banques ont reçu comme instruction de vérifier la résidence fiscale de la personne et non pas la citoyenneté de la personne. Et les banques ont émis comme riposte en disant bah oui, mais moi, s'il me donne la Teudat Zehut, comment je peux savoir s'il est résident fiscal ou pas? Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont ouvert les critères, qui sont malheureusement une liste fermée. On n'a pas accès à cette liste. C'est une liste qui circule et chaque banque a le droit d'ajouter sur cette liste ses propres critères personnels. Et ces critères
ce qu'on connaît, ça va être par exemple l'usage irrégulier d'une carte bancaire. Par exemple, une carte bancaire n'est jamais utilisée pendant 2 mois, et puis d'un coup, sur 2 semaines, il y a un pic d'utilisation énorme, et puis après, rien. Encore pendant 3 mois, on a compris que C'est louche. c'est louche, oui, ça c'est surtout que quelqu'un n'était pas là, il a retrouvé sa carte dans le tiroir, il vit avec pendant 3 semaines, 2 semaines, et puis il repart, etc. Autre chose aussi, c'est quelle antenne, tout simplement, quand on appelle la personne. Alors, si la personne n'a pas de numéro de téléphone israélien, on en avait parlé dans un précédent épisode, ça déjà c'est louche pour la banque, parce qu'effectivement, quelqu'un qui a un compte en banque, en règle générale, il a un numéro de téléphone qui va avec le pays où il est censé résider. Donc, si vous n'avez pas de numéro de téléphone israélien, c'est louche. Si vous avez un numéro de téléphone israélien, mais qu'à chaque fois qu'on appelle dessus, parce que la banque est obligée de faire des appels tests pour vérifier si votre téléphone est connecté, est allumé, là aussi, s'il est éteint 3 fois sur 4, c'est louche également. Qui a un téléphone éteint 3 fois sur 4? Alors, quand c'est Shabbat, la banque, elle ne travaille pas non plus. Donc, quand il vous appelle et que le téléphone est censé être allumé et qu'à chaque fois il est éteint, voilà. Donc ça, c'est des petits critères. Il y en a encore d'autres, mais bon, la liste, elle peut être longue. Ça, c'est des critères qui vont peut-être réveiller un petit peu, allumer quelques lumières auprès de la banque israélienne. Qu'est-ce qui se passe quand la banque a un soupçon sur une personne qui a une Teudat Zehut, mais qui potentiellement n'est pas résident fiscal israélien? Eh bien, elle va envoyer une lettre. Une lettre qui va dire, en substance, pour nous, on a un doute sur le compte. Pour nous, c'est un compte qui doit être flagué, comme on l'appelle chez nous, c'est-à-dire qui doit être marqué par un drapeau et être listé sur la liste des non-résidents. Et donc, avec l'échange d'informations automatique. Et je répète, je précise, c'est un échange automatique. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'être humain qui se pose derrière. Tous les comptes flagués sont automatiquement envoyés aux administrations fiscales étrangères. Et la personne qui reçoit cette lettre doit répondre dans un délai imparti et justifier de sa résidence fiscale israélienne, s'il a envie d'être considéré comme résident fiscal israélien. Évidemment, si c'est des actifs non déclarés, si c'est des comptes bancaires non déclarés, on va en parler, Georges, dans quelques secondes. Mais voilà, ça c'est un petit peu le process, comment ça se met en place. Nous, on accompagne évidemment quand c'est le cas, parce que des fois, il y a des erreurs. Des fois, les banques envoient des lettres aux mauvaises personnes et on a pour mission d'aller prouver à la banque que la personne est bien résidente fiscale israélienne. On peut obtenir un certificat de résidence, il y a pas mal de manières d'obtenir et de sortir de cette liste. Mais en tout cas, si vous ne répondez pas dans le délai imparti ou si vous n'avez pas convaincu la banque que vous n'êtes pas résident fiscal que vous êtes résident fiscal israélien, à ce moment-là, c'est soit donc la banque va vous geler le compte tant qu'elle n'aura pas obtenu votre NIF ou en hébreu le TIN. Donc c'est le numéro d'immatriculation fiscale, c'est-à-dire votre numéro fiscal dans le pays de résidence. En France, dans votre avis d'imposition, vous avez votre numéro de fiscal du déclarant 1, déclarant 2, vous avez un numéro fiscal. Et c'est ce numéro-là qui doit être transmis à la banque israélienne. Et c'est ce numéro qui va rentrer dans le système d'échange automatique, d'échange automatique international. Et si la banque obtient un numéro qui est faux ou elle va faire un test, en fait, elle va émettre un ping, entre guillemets. Si c'est faux, elle bloque le compte. Donc, n'allez pas vous amuser à changer les 2 derniers chiffres. Au début, ça fonctionnait. Maintenant, ça ne marche plus. Ils ont un système de vérification online. Voilà un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment un compte il peut être flagué, pourquoi. Donc, si déjà vous êtes non israélien, a priori, votre compte il est flagué dès l'ouverture. Si vous êtes israélien et que la banque a des doutes sur votre compte, il peut être flagué. Et là, qu'est-ce qui se passe, Georges, quand le compte il est flagué? Alors, voilà. Généralement, on m'appelle, on me demande de prendre rendez-vous. Quand je leur demande le sujet, on me dit je ne peux pas vous en parler. Et Et tu as compris. Rapidement, parce que quand on est fiscaliste, on connaît ces sujets depuis une dizaine d'années. Et donc, on nous explique soit qu'il se trouve avec un compte en Israël qui est gelé dans l'attente de la communication d'un numéro fiscal français, et donc ils ne peuvent plus utiliser les fonds, ou carrément qu'ils ont reçu un premier courrier de l'administration fiscale française, généré automatiquement, qui leur explique que l'administration a des informations sur un compte bancaire, et donc, alors sans donner le pays, le premier courrier ne donne jamais le pays, et donc ils doivent communiquer les informations à l'administration. Et quand ils ne répondent pas au bout de 30 jours, on a un deuxième courrier qui, là, explique que
on a des comptes bancaires qui apparaissent, dans notre cas qui nous intéresse, Israël, auprès de telle banque. Donc, on leur demande de régulariser leur situation ou à défaut, ils pourraient avoir une amende égale à 60% des sommes présentes sur ce compte au cours des 10 dernières années, en prenant le montant le plus élevé au cours des 10 dernières années. Attends, on l'a refait, celle-là, c'est 60%, pour que tout le monde ait bien compris. L'administration française demande 60% 60% du montant le plus élevé présent sur le compte au cours des 10 dernières années. C'est ce qu'on appelle les dispositions de l'article L23B du livre de procédure fiscale. Et Waouh. alors, attention, cette disposition a été validée par le Conseil constitutionnel. La Cour de justice des communautés européennes a été saisie parce qu'on a un vrai sujet de prescription. Alors, c'est important parce que tout à l'heure, on va parler de la régularisation des actifs immobiliers. En Israël, on a 2 typologies de clients qui existent. C'était les comptes bancaires. Honnêtement, soit ils ont disparu, on ne sait pas si c'est le compte bancaire ou la personne, mais ces sujets-là sont aujourd'hui moins présents que l'immobilier. Mais ça a été quand même un flot continu pendant 10 ans. On a encore ces sujets-là qui existent. Donc, le vrai sujet, c'est comment je fais pour éviter les dispositions de cette fameuse article et cette amende de 60%. Alors, ça a un côté totalement irréel, parce que l'administration, pendant longtemps, n'a pas voulu, il ne l'a pas appliqué. Il se trouve que le Conseil constitutionnel a validé le fait que l'amende puisse être de 60%. Mais c'est quoi? Pourquoi on a cette amende? Parce qu'on ne peut pas justifier l'origine des fonds. Or, on a un sujet qui est pour justifier l'origine de fonds qu'on détient en Israël ou ailleurs depuis 20, 30 ou 40 ans. Il y a un moment où je ne peux plus amener la preuve. Pourquoi je ne peux plus amener la preuve? Parce que les banques dans le monde entier, pays OCDE principalement, mais aussi les autres, passer un délai de 10 ans ne vous donne plus aucune information. Donc, on vous demande de justifier l'origine de fonds qui, des fois, sont totalement impossibles à apporter. Et plus votre compte est ancien, plus c'est impossible de le faire. Donc, on a un sujet et l'administration, c'est très particulier. J'ai des services fiscaux qui ne l'appliquent pas et d'autres qui l'appliquent. Et je leur dis, mais c'est irréel. Vous êtes en train d'appliquer une disposition que je ne vois pas dans d'autres services. On vous explique que c'est la loi. Je leur dis, je suis tout à fait d'accord. Il y a quand même un problème d'égalité devant l'impôt. Donc, je préfère quand ce n'est pas appliqué et on se bat lorsque l'administration tente de nous l'appliquer. Donc, tu veux dire que ce n'est pas appliqué systématiquement? S'ils attrapent un compte bancaire où il y a un solde systématiquement, et moi j'ai plein de dossiers où le sujet n'a pas été envisagé, ou lorsqu'il a été envisagé, suite à notre réponse, il a été fermé immédiatement. Et donc, il se passe quoi dans ce cas-là? Alors, quand on régularise un compte bancaire, d'abord, on doit le faire sur 10 ans. Alors, si votre compte a 3 ans, on prend les 3 dernières années. S'il a 15 ans, on le régularise sur 15 ans. Avec quoi? L'impôt sur le revenu. Donc, généralement, on va aller chercher tous les placements et aller insérer ça dans vos déclarations d'impôt sur 10 ans. Et vous allez gagner 5 000 shekels ou 50 000 shekels ou 30 000 $. On va le rajouter. Donc, impôt sur le revenu. On a après l'impôt sur la fortune. Alors, il se trouve que nous sommes en 2025, même si vous écoutez le podcast en 2026. Donc, en 2025, on revient jusqu'en 2015. Et jusqu'en 2017, on avait l'impôt sur la fortune où on avait des comptes bancaires. C'est de plus en plus réduit, puisqu'aujourd'hui, l'impôt sur la fortune en France, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Et on a ce sujet-là qui existe. On a des pénalités sur les 5 dernières années pour non-déclaration de compte bancaire. Alors, c'est 1 500 €. Voilà. Alors, il ne faut surtout pas avoir des trusts. On va peut-être l'envisager. Le trust, c'est le pire gros mot en fiscalité française. C'est 20 000 € d'amende par an
Et puis le trust, ça se termine souvent très très mal, parce que vous avez plein d'aspects qui viennent se rajouter, ce qu'on appelle la taxe de 3%, l'ISF, l'IFI, beaucoup de choses. Et puis, on a cette fameuse amende, donc qui a un intérêt. Donc voilà, c'est un sujet de négociation, il y a un travail à faire. Il faut déjà constituer un dossier, et ça se fait plutôt en semaines ou en mois qu'en jours, parce que c'est très compliqué. Il faut avoir tout traduire et puis expliquer la situation à la France, à l'administration fiscale. Donc, selon l'importance des dossiers, on va aller sur un service ultra spécialisé ou aller sur le service dont vous dépendez des impôts en France. Voilà. Ça concerne les comptes bancaires. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, principalement, c'est pas ça, c'est de l'immobilier. Ouais. Et de l'immobilier à deux sujets, soit parce que c'est l'immobilier que les personnes ont acheté entre les années, allez, on va dire 80 et les années 2000. Et puis, il y a un moment, soit j'ai une succession, soit je veux vendre. Et ça, Nathanaël, je vais te poser la question, même si je connais la réponse. J'ai un bien immobilier en Israël. Alors, ce n'est pas le cas. Moi, c'est déclaré. Mais j'ai un bien immobilier en Israël pour éviter que l'administration fiscale française qui écoute vienne me remettre. On les salue, on les embrasse. Voilà. J'ai un bien immobilier en Israël, je souhaite le vendre. Ouais. Et je viens te voir et je suis résident fiscal français. Et je te dis, mais je ne comprends pas, la banque me dit qu'elle ne va pas vouloir prendre l'argent. Ouais. Donc, c'est commun. on est bien d'accord, aucune banque en Israël aujourd'hui n'acceptera le prix de cession d'un bien immobilier détenu par un résident fiscal français s'il ne démontre pas que ce bien est connu du fisc français. Alors, non seulement ça, et dans certains cas, ils vont même demander à ce qu'on atteste que même à l'origine des fonds qui ont servi à l'acquisition du bien ont bien été déclarés à l'administration fiscale française. Parce que je sais que tu vas parler après de la prescription sur les biens immobiliers, enfin en tout cas je m'en doute, et là on a un problème, parce que peut-être parfois comme c'est prescrit, on ne peut pas avoir du coup utilisé des fonds qui étaient peut-être déclarés en France au moment de l'achat, et donc on a du mal à attester. En tout cas, ce n'est pas systématique. On peut vendre, on peut disposer de son bien, mais mon conseil, alors en cas de succession, c'est malheureusement trop tard pour agir, mais en cas voilà, si vous souhaitez vendre et que vous êtes dans cette situation, assurez-vous d'abord de régulariser, parce que ça peut faire un effet boule de neige avec un échange d'informations bancaires qui peut-être était passé à l'as et qui va être remis à jour. Ça peut éveiller pas mal de choses, donc faites bien attention lorsque vous souhaitez vendre un bien, obtenir le prix de cession. J'ai entendu parfois des avocats en Israël qui vont proposer de mettre en place un compte séquestre pour servir un petit peu de passerelle si vous vendez le bien numéro 1 pour en acheter un autre par la suite. N'oubliez pas, quand vous ouvrez un compte séquestre, l'avocat doit déclarer qui est le bénéficiaire effectif du compte bancaire de ce compte séquestre. Et donc, techniquement, la banque, si elle fait bien son travail, est censée également bloquer à ce moment-là, parce qu'elle est censée demander également une attestation comme quoi le bien a bien été déclaré en France. Donc, on a cette problématique lorsqu'on souhaite vendre, et très souvent, cette problématique lorsqu'il y a une succession, parce que je répète, à toute fin utile, qu'effectivement en Israël, il n'y a pas d'impôt sur les successions, il n'y a pas d'impôt sur les donations, mais ça, c'est à condition, alors déjà pour le moment, je rappelle qu'il y avait jusqu'en 1981 et ça a été annulé, donc à tout moment, s'ils ont pris goût la première fois, ils peuvent peut-être remettre une petite couche, on espère que non. Et deuxième chose, il n'y a pas d'impôt sur les successions et donations en Israël, à condition que l'héritier soit en Israël, le défunt soit en Israël et le bien soit en Israël. Si un des trois n'est pas en Israël et se trouve en France, l'héritier, le défunt ou le bien, vous êtes soumis à l'impôt sur la succession en France. Donc, si vous êtes résident fiscal français, il y a un décès et l'héritier, qu'il soit en Israël ou en France, peu importe, doit hériter de ce bien, il faut s'acquitter de l'impôt sur la succession en France.
Et pas que ça. Et pas que ça. Pourquoi? Parce que là, Vous on me faites parle peur, de là. régularisation. Ils sont comme ça, les auditeurs. Hein. Ah non, mais on est terrifiés, là. Non, mais pas que ça. Pourquoi? Parce qu'on parle de régularisation de biens immobiliers. L'EDC va officialiser la détention d'un bien immobilier. Donc, vous allez devoir payer des droits de succession. Mais en France, on va aussi demander au titre de la personne qui est décédée de régulariser sa situation en revenant sur 10 ans. Et cette responsabilité de régularisation, elle est transmise à l'héritier, du coup. Oui, alors sans pénalité, de manière plus simple, parce qu'il n'est pas fautif, même si il avait l'information de la détention du bien. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un bien immobilier qui n'est pas déclaré? Bon, vous allez voir, c'est plutôt simple. On va considérer que le bien, dans un premier temps, il n'est pas loué. Parce que là, c'est là, Nathanaël, où on a nos sujets. Mais si le bien est une résidence secondaire qui détenait en Israël, j'ai pas d'impôt sur le revenu puisque le bien n'était pas loué. J'ai potentiellement, par contre, un impôt sur la fortune. Alors, je voudrais quand même expliquer une chose parce que on m'explique, oui, souvent on me dit, mais je ne comprends pas, Maître Benayoun, votre évaluation. D'abord, moi, je ne suis pas évaluateur. Je prends des données qui me sont données par des agents immobiliers israéliens et le fisc français exige d'avoir au moins 2 évaluations faites par des agents immobiliers. Il faut bien comprendre qu'un bien qui vaut 3 millions de shekels, il n'a pas la même valeur en 2020, en 2022 et en 2025. Parce qu'on doit évaluer au regard du cours au 1er janvier de l'année. Donc même si votre bien, ce qui est peu probable en Israël, n'a pas changé de valeur, on tient compte aussi de la variation du shekel. Oui, puis comme tous les biens, ils font 10% par an. Voilà. Donc, au niveau de l'impôt sur la fortune, on a souvent le sujet parce que je rappelle que l'impôt sur la fortune immobilière en France, c'est 1 300 000 euros. Quelqu'un qui a un bien en France qui vaut, allez, 500, 600, 700 000 euros, va avoir un bien en Israël qu'il n'a jamais payé ce prix-là, mais dont la valeur aujourd'hui, avec le taux de change, même période guerre, vaut 600, 700 000, c'est pas rare. Alors à Tel Aviv, c'est même impossible. Parce que Si ça existe, c'est une cave par contre, mais ça existe. Voilà, c'est ça. Donc on a un sujet. On n'a pas d'impôt sur le revenu, on a l'impôt sur la fortune, et élément important, on n'a pas ce qu'on a vu tout à l'heure pour les comptes bancaires, cette amende. Donc, un dossier de régularisation va plutôt vite. Maintenant, on a un deuxième aspect qui concerne ceux qui ont des biens qui ont été achetés, même souvent de manière officielle, mais qui ne sont pas déclarés en France et qui sont loués. Alors là, on va juste expliquer comment ça fonctionne côté français. Parce que moi, alors là, on va rentrer dans la période fiscale en France. Et moi, je vois des clients qui me disent, non, mais de toute façon, le bien, il est en Israël, il y a de l'impôt en Israël, je déclare rien en France. Je leur dis dommage. Parce que déjà, vous ne l'avez pas dit quand vous l'avez acheté, vous ne le dites pas pour l'impôt sur la fortune, et vous ne le dites pas que le bien est loué. Et après, vous vous étonnez que la France vous prend à une présomption quand même de mauvaise foi et vous interroge pendant 1 an. Parce qu'en réalité, il faut déclarer en France votre bien qui est loué, ça n'a pas d'incidence. Qu'est-ce qui se passe? Je vais demander à Nathanaël, mais il va nous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. Je vais lui demander la preuve qu'un impôt a été déclaré, voire payé en Israël, mais pas obligatoirement. Et nous, on va réexaminer son document, le changer un tout petit peu parce qu'il va par exemple nous expliquer qu'il y a un bénéfice de 4 000 shekels ou 5 000 shekels parce qu'en Israël, on peut amortir le bien, mais que la somme est tellement basse qu'il n'est pas imposable en Israël. Et moi, ce 4 000, 5 000 shekels, je vais le traduire
le convertir en shekel, alors selon une autre méthodologie, parce que dans ce cas-là, on prend la moyenne du taux de change durant l'année. Donc nous, là, on est en train de récupérer les taux de change mois par mois et on fait notre moyenne. Alors qu'à l'impôt sur la fortune, c'est le taux de change au 1er janvier. Et la réalité, c'est quand même des gens qui réfléchissent. Ça a un côté amusant pour le fiscaliste qui est beaucoup moins amusant pour la personne concernée. Et donc, je dis quoi? On va déclarer en revenu de source étrangère et l'impôt payé en Israël va vous permettre d'annuler l'impôt français. On aura juste l'application de ce qu'on appelle le taux effectif global en France, qui peut avoir une incidence, mais très très légère, mais vous n'aurez pas d'impôt en France. Et c'est d'autant plus intéressant, et moi je me bats avec mes clients quand ils me disent mais non, je ne veux pas déclarer en Israël. Je leur dis le fisc français n'a pas bonne réputation, mais le fisc israélien a encore moins bonne réputation. Et il n'y a rien de plus simple qu'un bien immobilier à repérer. Donc, il faut préciser effectivement dans ce que tu dis, c'est que la convention fiscale de non-double imposition entre la France et Israël, dans l'article 6 qui traite des revenus fonciers, a mis en une disposition qui va taxer de manière exclusive le bien dans son lieu géographique. Ça veut dire qu'un bien situé en Israël ne sera taxé que par Israël sur les revenus fonciers. Cela dit, cette imposition exclusive n'entre en application que si on est en mesure de prouver qu'on a effectivement déclaré en Israël. Dans le cas où il y a une absence de déclaration en Israël, la France ne tient pas compte de l'application de l'article 6, puisque vous n'avez pas joué le jeu, vous n'avez pas déclaré cette partie-là en Israël. Et on a toujours le problème, mais avec Georges, on a réussi à trouver une solution. C'est pour les personnes qui sont en dessous du seuil, parce qu'en Israël, il faut savoir qu'il y a un seuil de loyer qui est de 5 654 shekels pour les auditeurs. Si votre loyer est équivalent ou inférieur à ce montant-là par mois, l'ensemble de vos loyers, faites attention, si vous avez 3 appartements et qu'au total, ça dépasse ce montant-là, vous êtes soumis à l'imposition, à l'obligation déclarative. Mais si l'ensemble de vos loyers mensuels est inférieur à 5 654 shekels par mois, pour Israël, vous n'avez pas besoin de déclarer vos revenus locatifs. Cela dit, si vous voulez éviter d'avoir un problème d'interprétation en France, faites bien attention de tout de même déclarer ces revenus. Alors, ça n'engendrera pas d'impôt de toutes les manières. On en a parlé déjà dans un podcast précédent. En règle générale, en Israël, il n'y a pas d'impôt sur les revenus locatifs. Je dis en règle générale, dans 99,9% des cas. Et même s'il y en a un, c'est vraiment un impôt minime. Dans tous les cas, il faut le déclarer pour avoir à disposition un avis d'imposition officiel que l'on va pouvoir présenter à la France pour dire j'ai bien joué le jeu, j'ai donc le droit à la disposition de l'article 6. Et comme l'a dit Georges, je peux donc intégrer ça dans c'est quoi, la 2044 2047 et 2044. Voilà. Dans la liasse fiscale qui traite les revenus étrangers, qui donne droit à un crédit d'impôt équivalent au montant de l'impôt payé à l'étranger. Donc, techniquement, pour résumer sur la partie des revenus locatifs, déclarer en Israël, selon le fisc israélien, c'est obligatoire si vous dépassez 5 654 shekels par mois. Dans la très très grande majorité des cas, pour ne pas dire dans la totalité des cas, il n'y a pas d'impôt à payer. Et si vous souhaitez pouvoir bénéficier de l'application de l'article 6, à ce moment-là, il faut, dans tous les cas, déclarer en Israël pour ne pas être retoqué en France. Alors, on va compléter avec des précisions. Il faut savoir que lorsqu'on est résident fiscal français, on a l'obligation de déclarer en France donc les revenus immobiliers de source israélienne, mais on a surtout l'obligation d'appliquer les règles françaises au calcul de l'impôt. Donc, quand en Israël, il y a 2 mécanismes, peut-être que tu veux en parler, des 10% et de l'amortissement. Oui, il y a 2 forfaits, il y a 2 grandes familles de forfaits en Israël. Il y a le régime du forfait à 10%, donc là, c'est le régime le plus simple au monde. Vous prenez l'ensemble des loyers que vous avez encaissés dans l'année, vous multipliez par 10%, vous faites un joli chèque à l'administration, c'est terminé, vous avez payé vos impôts. Donc, en d'autres termes, l'impôt israélien coûte un maximum de 10% sur les revenus locatifs. C'est le maximum que vous pouvez payer. Ça, c'est le forfait numéro 1. C'était le forfait le plus couramment utilisé par le passé. Parce que le forfait 2 à l'époque n'était pas intéressant. C'est quoi le forfait numéro 2 ? C'est l'équivalent alors pour les auditeurs français, du LMNP ou du SCI à l'IS. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser
déduire l'ensemble des charges de l'appartement, donc les travaux, l'entretien, les intérêts si vous avez un crédit bancaire, le gestionnaire, l'avocat, le comptable. Voilà, ça, c'est les charges classiques. Et surtout, la charge principale, c'est l'amortissement. Quand on parle de l'amortissement, grossièrement, c'est 3% du prix d'achat initial de l'appartement. Et ce montant-là, on va pouvoir l'utiliser pendant 25 ans. Donc, si vous avez acheté un appartement à 3 millions de shekels, vous avez le droit à un abattement de 90 000 shekels, sans compter les dépenses supplémentaires dont on a parlé avant, les intérêts, le gestionnaire, l'avocat. Voilà. Donc, en fait, vous avez un package de dépenses ou de charges que l'on va pouvoir déduire de vos loyers. Et donc, dans la grande majorité des cas, les loyers ne dépassent pas. Au contraire, il y a même une perte. Souvent, il y a une perte fiscale parce que les loyers sont inférieurs au montant global des dépenses lorsqu'on rajoute également l'amortissement. Attention, je précise aussi, comme le LMNP 2025, c'est le cas maintenant, en Israël, lorsque vous vendez un bien qui a été loué, peu importe quel forfait vous avez utilisé, que ce soit le forfait à 10%, où je le rappelle, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'amortissement, que ce soit l'utilisation du forfait réel, où vous avez utilisé l'amortissement tous les ans, vous devez déduire de votre prix d'achat initial le montant total des amortissements que vous avez, soit que vous avez utilisé, soit que vous auriez pu utiliser, même si vous ne les avez pas utilisés. Donc, sur le calcul de la plus-value, on paye l'impôt sur la plus-value sur les amortissements, qu'ils soient utilisés ou non. J'entends souvent les gens dire « je préfère payer le forfait à 10% parce que en cas de revente, j'économise la plus-value sur les amortissements ». C'est faux. L'article 122 va réintégrer les amortissements. Le fisc va recalculer l'amortissement maximal que vous auriez pu demander pendant toute la période de détention et de location et va le déduire de votre prix d'achat. Donc attention, ne faites pas l'erreur, payez le forfait à 10%. C'est souvent la moins bonne idée, même si c'est le plus simple. Ce n'est pas vous qui faites le travail. Souvent, c'est nous, c'est le comptable. Donc c'est simple. Vous nous contactez sur cette partie-là. Arrêtez de payer le forfait à 10%. Voilà. Maître Benayoun, peut-être le mot de la fin, non, peut-être? Non, Lionel, Non. parce que là, on a Un vrai sujet. On a un petit piège. C'est que, et c'est pour ça que je souhaitais que Nathanaël développe le 10% ou ce qu'il a appelé le LMNP. Ou le forfait réel, ouais, le deuxième. Ce qu'il appelle le forfait réel, chez nous, c'est du LMNP, loueur meublé. Or, en Israël, qu'on soit en meublé ou en non meublé, on peut avoir ce régime de forfait. Oui, et en nom propre, hein, je précise, un nom Voilà. propre peut amortir. On n'a pas besoin d'être autre chose. Moi, je dis toujours à mes clients qui font de la location en Israël, louer meublé. Parce que si vous louez nu, donc sans meubles, lorsque Nathanaël m'envoie la déclaration d'impôt avec forfait, je dois retirer l'amortissement. En France, l'amortissement ne peut concerner que les locations meublées. Meublé. Et pourquoi je dis ça? Parce que, allez, je crois qu'on en a eu 2 l'année dernière, on va sûrement en avoir 2 ou 3 cette année. Des personnes qui ont des biens en Israël qui sont loués, qui vont demander à personne conseil avant de répondre au fisc. Le fisc leur dit, mais vous avez quoi? C'est quoi votre bien? Ils vont répondre, bah, c'est un bien qui est loué. On leur demande, c'est meublé, c'est nu. Patatras, sur 3 ans, 10 000, 15 000, 20 000 euros de redressement fiscal. Donc, il faut faire très attention. Encore une fois, malgré ce que tu dis, Nathanaël, ce que tu dis, c'est comment ça s'applique en Israël. Quand on est résident fiscal français, on doit reprendre les éléments et les retraiter. Alors, quand c'est du meublé, je reprends tous tes éléments. Si c'est du non meublé, je dois retirer l'amortissement. Oui, alors on rappelle, la fiscalité sur les revenus, vous n'allez pas payer plus cher sur les impôts, puisqu'en France, les revenus locatifs ne sont pas taxables. Juste ce que tu expliques, Georges, c'est que pour le taux effectif de la personne, on va en fait rehausser le taux effectif, puisqu'en fait, on a rehaussé la part des revenus. Non, oui. Parce que sur l'impôt sur le foncier, il n'y en aura pas, c'est l'article 6. Voilà, mais par contre, il faut rappeler l'élément essentiel, déclarer en Israël. Quelqu'un qui vient nous voir et qui ne déclare pas, je leur explique, ce n'est pas 10% que vous allez avoir ou 0,
Vous allez avoir l'impôt sur le revenu avec votre tranche marginale, plus 17,2 de contribution sociale. Donc, c'est le jour et la nuit en termes d'imposition. Et Donc, puis n'oubliez pas que Israël, c'est pas cadeau, hein. Ça restera aussi obligatoire de déclarer en Israël s'ils vous attrapent. Et comme l'a dit Georges tout à l'heure, c'est facile d'attraper un bien immobilier aujourd'hui avec les registres. C'est rapide de voir si c'est loué ou pas. Il suffit qu'il y ait un croisement avec la taxe municipale, l'électricité et le nom du propriétaire. En 2 minutes, c'est réglé, hein. et Lionel, comme je vous ai coupé et vous étiez pressé de nous demander quelle était la fin, donc la fin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut retenir? On vit aujourd'hui dans un monde où il y a des échanges à tous les niveaux. Sauf que ce monde est devenu transparent en 2023. Il n'y a plus de secret bancaire et les administrations communiquent de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est l'informatique, l'intelligence artificielle. Il faut savoir que sur les comptes bancaires, c'est la première fois où l'administration fiscale a utilisé à fond l'intelligence artificielle pour aller chercher, parmi toutes les données qui ont été récupérées, les personnes à les regarder prioritairement. Donc, ils ont regardé en fonction du patrimoine, en se disant que la personne qui a un compte à l'étranger, qui a un gros patrimoine, devrait quand même avoir un compte plutôt élevé. Et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, ne pensez plus comme vraisemblablement ça a été dans le cas il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. On déclare ses impôts, on déclare un compte bancaire, on déclare un bien immobilier et on déclare une succession. Alors, moi, j'ai encore des gens qui me disent « Ah oui, mais je ne vais pas déclarer ». Je leur dis « Moi, ça ne me dérange pas parce que je ne suis pas censé vous suivre si vous ne déclarez pas et je ne vais même pas le savoir. Mais attention, il faut savoir qu'il y a une telle interaction qu'aussi bien Israël que la France ont intérêt à avoir des informations. Et quand on dit mais oui, mais Israël va quand même pas donner des informations concernant des personnes qui ont des biens en Israël, ils vont pas donner à l'administration fiscale française. Mais Israël est très heureux d'avoir des informations concernant les Israéliens qui ont des biens en France et qui ne sont pas connus du fisc israélien. Donc, il faut sortir de la naïveté, ça va dans tous les sens, à tous les niveaux, et on vit dans un monde où on doit savoir s'adapter. Donc, la fraude ou la méconnaissance est quand même de plus en plus rare, hein. Ne pas savoir qu'il faut déclarer un compte bancaire à l'étranger, là, ça commence à être compliqué en 2025. Mais il faut aller chercher l'optimisation, l'utilisation des textes, notamment la convention fiscale, des textes israéliens, français, combiner nos savoir-faire, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui dire je fais un trait et je ne donnerai jamais. Vous vous mettez en danger. Et puis surtout, et ça fait beaucoup bouger de personnes, parce que c'est souvent des biens achetés il y a un certain temps, je leur dis, mais vous pouvez, vous, décider de ne pas traiter le sujet, mais le sujet, il ne va pas s'effacer avec une succession, hein. Vous allez refiler la patate chaude à vos enfants. Et moi, pour gérer des successions et des personnes, on me dit souvent, mais qu'est-ce qu'ont fait nos parents? Pourquoi ils n'ont pas résolu le problème? Parce qu'en plus, souvent, ça crée des problématiques entre les héritiers. No comment. Toujours comme ça. Merci beaucoup, maître Georges David Benayoun. Exceptionnel, un petit peu plus technique. Nathaniel, peut-être quelque chose à ajouter? Je pense que Georges a très très bien résumé. Aujourd'hui, on peut plus jouer la naïveté, la carte de la naïveté. Il y a beaucoup d'informations. Ce podcast est également une source d'information. Voilà, vous êtes prévenus. Alors, vous likez, vous partagez, vous Exactement. inscrivez, voilà, vous souscrivez. Et, Très important. et on veut pas, et c'est l'objectif, l'intérêt de ce podcast initial. Oui, c'est un secteur d'acquisition client, on va pas se le cacher. On reçoit beaucoup de demandes après chaque épisode, c'est normal. Continuez à nous envoyer vos questions, continuez à nous envoyer vos commentaires. Mais l'intérêt de ce podcast, c'est que on informe les gens. Aujourd'hui, l'administration, que ce soit en Israël ou en France, est de plus en plus réveillée, de plus en plus technique, avec de plus en plus d'outils. Et Ils ont besoin l'intelligence d'argent, hein. artificielle ne va rien faire pour arranger ou pour faire partir dans l'autre sens. Ce sera traité plus vite, mieux, plus rapide. Et donc, il faut être prêt. Il faut
utilisez les textes, il faut respecter. J'ai toujours pour habitude de dire que la fiscalité, c'est une autoroute à plusieurs voies. On peut choisir quelle voie on prend, mais dans chaque autoroute, il y a 2 barrières qu'on ne franchit pas. Donc faites bien attention, choisissez la voie qui vous va. À droite, ça va un peu moins vite, à gauche, ça va très vite, mais ne passez pas les barrières et suivez bien les panneaux de signalisation. Voilà, c'est une petite image pour finir. Merci à tous encore pour vos écoutes. Partagez, beaucoup. commentez. Merci Georges, intéressant. toujours un plaisir. Merci. Et à la prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.